pourrez plus voir la première partie des 10 photos qui sont. YouTube me l'a supprimée et j'ai fait appel de la décision, mais elle a été refusée. Après réflexion, je comprends l'erreur que j'ai faite dans cette vidéo. À la fin, je vous montre 2 filles mineures et je montre leurs photos dans des situations de détresse. Mon erreur a été de ne pas les flouter, vu justement leur âge et les circonstances de la photo. Une erreur que je ne referai plus. Je pense que je la remettrai en ligne en floutant ou en enlevant les parties qui sont sensibles. Sur ce, bonne vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un cas que je ne connaissais pas et qui, pour vous dire la vérité, m'a vraiment fasciné car je me suis laissé emporter par l'histoire à ne plus vouloir arrêter mes recherches. Les cas de disparition mystérieuse de toute façon restent des sujets qui me hype de ouf car je me dis souvent, est-ce que je vais trouver le petit détail que personne n'a vu? Spoiler alert? Non. Le cas de Maura Murray reste quand même un des cas les plus discutés sur des sites comme Reddit, où on peut y trouver plein de subreddits qui en parlent. Et pas que, car on trouve aussi des blogs personnels, des sites et bien sûr les articles de presse. Bon, avant que je parte dans une introduction qui va devenir trop longue, commençons cette vidéo. Bonjour. Maura Murray est née le 4 mai 1982 à Brockton, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. Elle est originaire d'une famille catholique irlandaise et elle est la quatrième d'une famille de 5 enfants et la fille de Frederick Murray qui est technicien médical et de Laurie Murray, infirmière. Maura a grandi dans la ville de Hanson, une petite banlieue de la côte sud du Massachusetts. Ses parents divorcent alors que Maura n'a que 6 ans et elle va vivre principalement avec sa mère. Maura excellait autant sur le niveau scolaire que sur le plan sportif, où elle fut plusieurs fois sur le haut du podium. Elle obtiendra son diplôme d'études secondaires au lycée Whiteman Son Regional High School, et vu son parcours scolaire et athlétique, cela va lui donner le choix pour la sélection de son collège. Au final, elle choisira de rejoindre sa sœur Julie à la prestigieuse United States Military Academy à West Point, dans l'État de New York, où elle continuera d'exceller dans le programme militaire, et où elle va s'imposer comme un pilier dans l'équipe de cross-country et d'athlétisme. Au cours de sa deuxième année, elle se dit que l'armée n'est pas faite pour elle et elle sera transférée à l'université du Massachusetts à Amherst où elle y poursuivra des études d'infirmière. Il y a une autre version qui dit qu'au cours de ses études militaires, elle se serait fait prendre à voler du maquillage, ce qui consiste à une violation du code de l'honneur de l'académie et ce qui est passible de renvoi. Mais après un accord passé avec l'institution, elle quitte West Point de son plein gré, ce qui lui évite d'être renvoyée et que cette mention soit inscrite sur son dossier scolaire. Ce qui fait que par la suite, elle a pu s'inscrire à l'école de soins infirmiers de l'université du Massachusetts. Je me dis que la deuxième version est probable, vu qu'elle a eu des démêlés avec la justice après une fraude à la carte de crédit volée qu'elle aurait utilisée pour s'acheter à manger. En novembre 2003, elle reconnaîtra avoir utilisé la carte volée et aura un genre de mise à l'épreuve de 3 mois, et par la suite l'accusation sera levée pour bonne conduite. Dans la soirée du 5 février 2004, alors qu'elle est à son poste de travail, car en plus de ses études, elle travaille comme vigile dans l'université, elle a une conversation téléphonique avec une de ses sœurs qui lui confie avoir des problèmes relationnels avec son fiancé. Elle sera retrouvée en larmes par son supérieur qui la raccompagne jusqu'à sa chambre en lui demandant ce qui ne va pas. Ma sœur. Et ne donnera pas plus d'explications sur cette conversation. Le samedi 7 février, le père de Maura aborde sa Toyota Corolla, va à Amherst pour rendre visite à sa fille. Ils font du shopping et vont dîner. Par la suite, Maura ramène son père à son motel avant de lui emprunter sa voiture pour aller à une soirée qui se passe dans le campus. Je vous fais une petite aparté, mais si vous ne le saviez pas, motel c'est la contraction de motor et hôtel. Je me suis toujours posé la question, et c'est en venant vivre au Canada que j'ai eu la réponse. Bon, mais tard que jamais. Motor hôtel, pourquoi? Parce qu'on se gare avec la voiture devant sa porte de chambre. Voilà, c'est juste au cas où vous vous seriez posé la même question que moi. On reprend notre histoire. Dans la nuit, alors qu'elle retourne vers le motel pour rendre la voiture à son père, elle percute durant le trajet du retour une glissière de sécurité et endommage la voiture. La police sera appelée, l'agent qui arrive sur les lieux rédigera un constat d'accident, et Maura sera raccompagnée au motel de son père. Le dimanche matin, Frédéric apprend que les dégâts seront couverts par son assurance. Il loue une voiture pour rentrer chez lui et il rappelle à sa fille d'aller chercher les formulaires d'accident auprès de la RMV. Dans la nuit du 8 au 9 février, Maura fait des recherches sur MapQuest, qui s'apparente à un Google Maps ou à un plan d'Apple, pour se rendre à Berkshires
et à Burlington dans l'état du Vermont. Elle envoie un mail à son superviseur pour l'informer de son absence pendant une semaine à cause d'un décès dans sa famille. Bien sûr, c'est du mytho. Plus tard dans la journée, elle enverra un mail à son petit ami Bill Rush. Je t'aime encore plus, beau gosse. J'ai reçu tes messages, mais honnêtement, je n'ai pas trop envie de parler à qui que ce soit. Je te promets de t'appeler aujourd'hui. Je t'aime, Maura. Dans la foulée, elle appelle un condo de location de vacances où elle a déjà logé avec sa famille, mais sans louer le logement. Elle appelle un numéro fournissant des informations sur des réservations d'hôtels de la ville de Stowe, toujours sans louer de chambre. Par la suite, elle charge sa voiture, une Saturn de 1996, avec des vêtements, des articles de toilette et des manuels scolaires. Elle part du campus en direction de la banque où elle retirera 280 $ à un ATM. Ce sera les dernières images que l'on verra de Maura. Suite à son retrait, elle achètera pour 40 $ d'alcool et passera chercher les formulaires pour l'accident qu'elle a eu avec la voiture de son père. Après avoir roulé pas loin de 3 heures sur la route 112, qui se trouve proche de Haverhill et Woodsville, dans l'état du New Hampshire, Fess Westman entend comme un choc de collision et regarde par sa fenêtre et voit une voiture encastrée dans un tas de neige. Il est alors 19h27 quand elle appellera le bureau du shérif pour lui signaler l'accident. Quelque temps après la collision, Butch Atwood, qui est conducteur de bus scolaire, les fameux bus jaunes, rentre chez lui et passe devant la voiture accidentée et voit une jeune femme sur le côté de la voiture. Il stoppe son bus et lui propose son aide et d'appeler la police. La jeune femme va alors refuser en lui disant qu'elle avait déjà appelé la dépanneuse. L'homme sait qu'à cet endroit les cellulaires ne captent pas et une fois rentré chez lui, décidera quand même d'appeler le secours. La première voiture de police arrive sur les lieux à 19h46 après l'appel du chauffeur de bus. Le sergent Cecil Smith, du service de police de Haverhill, fera les premières constatations. Les preuves sur les lieux indiquaient que le véhicule se dirigeait vers l'est lorsqu'il a quitté la route, heurté des arbres, puis a effectué une rotation et s'est immobilisé en faisant face à la mauvaise direction. La voiture était fortement endommagée et était rendue inutilisable. Le phare gauche était cassé, le radiateur était enfoncé dans le ventilateur et les airbags se sont déclenchés. La voiture est verrouillée et il n'y a personne autour. Le sergent Cecil Smith regarde alors à l'intérieur. À la vue, juste derrière le siège du conducteur, je pouvais voir une boîte de vin Franzia. Je remarquais également un liquide rouge sur la porte côté conducteur et le plafond de la voiture. Et de plus, il y avait une bouteille de Coca-Cola contenant un liquide rouge dégageant une forte odeur d'alcool. Il n'y avait aucun signe évident d'acte criminel et aucune trace de pas dans la neige menant vers les bois. Après l'ouverture de la voiture, le sergent Smith y trouve une carte AAAA au nom de Murray. Le AAA est une association à but non lucratif qui représente les automobilistes. Devenir membre permet d'avoir une assistance routière et plein d'autres services. Pour info, au Canada, c'est la CAA. Il y trouve aussi des constats d'accidents vierges, des gants, des CD, du maquillage, des bijoux, un animal en peluche, un livre d'escalade de White Mountains et 2 itinéraires imprimés du site MapQuest qui donnent en direction du Vermont. Les seules affaires de Maura qui n'ont pas été retrouvées sont sa carte bancaire, son téléphone portable et son sac à dos. Le 10 février 2004, lendemain de l'accident, Maura sera déclarée officiellement disparue par les autorités, soit presque 24 heures après avoir été vue pour la dernière fois. Les enquêteurs vont laisser un message sur la boîte vocale du père de Maura afin de l'informer de la disparition de sa fille. Mais ce sera sa fille aînée Kathleen qui le préviendra vers 17 h car à ce moment-là, il était au travail. Il appelle alors directement le département de police de la ville de Haverhill où on lui dira que si Maura ne réapparaît pas le lendemain, une battue sera organisée afin de la retrouver. Et le 11 février, sans nouvelles de Maura, Frédéric, son père, sera en direction de Haverhill où vont commencer les recherches. Des chiens suivront l'odeur de Maura grâce à son gant retrouvé dans sa voiture avant de perdre sa trace au bout de 100 mètres de là où la voiture fut accidentée, ce qui mènera les enquêteurs à la conclusion qu'elle a pu monter dans un autre véhicule. 2 jours plus tard, la police va faire un communiqué de presse en donnant la description de la jeune femme et les vêtements qu'elle portait ce jour-là, un manteau noir, un jean, un sac à dos noir. Ils vont mentionner également qu'elle serait peut-être ce que Frédéric niera immédiatement. Elle était de bonne humeur et n'avait aucune inquiétude ni raison de fuir sa vie. Quelques heures plus tard, le petit ami de Maura arrive sur les lieux des recherches avec le reste de la famille où il sera interrogé en privé. Son petit ami aurait eu un appel d'un numéro inconnu, mais qui lui semblait reconnaître la voix de Maura sanglotant. Mais après avoir retracé l'appel, cela n'a mené à rien. Pendant ce temps-là, les news nationales se sont prises d'assaut pour l'affaire. Maura Murray. Maura Murray. Maura Murray. Ce qui permettra que la disparition soit en une des journaux dès le lendemain. 10 jours après la disparition, la police d'État rejoint les recherches en utilisant plus de moyens techniques, comme un hélicoptère équipé de caméras infrarouges. La sœur aînée de Maura, qui participait au battu, retrouvera un sous-vêtement féminin dans la neige, mais après examen ADN, il s'avère que ce n'était pas celui de sa sœur. Fin février, la police rend les affaires personnelles de Maura à ses parents, et le 2 mars, la famille qui résidait dans un motel le quitte pour rentrer chez eux, avec plus aucun espoir de retrouver Maura vivante. Au mois de mars, à 110 km du lieu de la disparition de Maura, dans le Vermont, à Montgomery, Brianna Mitland disparaîtra dans des conditions similaires. Cette nouvelle disparition attirera de nouveau les médias et les forces de l'ordre.
l'ordre. Au final, après enquête, la police du New Hampshire et du Vermont concluront qu'il n'y a aucun lien entre les deux affaires. La police déclara par la suite qu'ils n'ont pas trouvé de preuves qu'un crime avait été commis et qu'elle écartait la piste d'un tueur en série qui serait impliqué dans les deux affaires. Maura se dirigeait vers une destination inconnue et a peut-être accepté l'aide de quelqu'un pour continuer son trajet et aller vers sa destination. Fin 2004, un homme remet un couteau rouillé qui appartenait à son frère au père de Maura. Celui-ci vivait à moins de 2 km de l'endroit où la voiture de Maura a été retrouvée. Il dira que son frère et sa petite amie ont commencé à agir de façon bizarre après la disparition de Maura, et l'homme pense que le couteau a pu servir à tuer Maura. Après étude de l'arme et un test ADN, cela ne donnera rien, et la famille de l'homme qui avait remis le couteau à Frédéric diront qu'il a des antécédents de dépendance à la drogue et qu'il voulait juste toucher une récompense. Mais gardez cette information en tête car on va y revenir. Le problème avec ce genre d'affaires, c'est que beaucoup de personnes vont souvent donner des faux espoirs aux familles des disparus, soit pour avoir une présence médiatique, soit pour de l'argent, ou soit franchement, je sais pas pourquoi ces personnes font ça des fois. En général, ça amène sur de fausses pistes et ça retarde le travail des enquêteurs. En 2005, Frédéric fera une demande au gouverneur du New Hampshire, Greg Benson, pour l'aider à retrouver sa fille. Le 9 février 2005, un an jour pour jour après la disparition de Maura, une marche blanche sera organisée sur les lieux où sa voiture fut retrouvée. Par la même occasion, Frédéric rencontrera le nouveau gouverneur du New Hampshire, John Lynch, à qui je pense il a dû lui faire la même demande qu'à son prédécesseur. Et à la fin de l'année 2005, Frédéric a intenté une action en justice contre plusieurs agences des forces de l'ordre, car il souhaitait avoir accès aux dossiers que ces agences détiennent sur la disparition de sa fille Maura. En 2006, 10 policiers à la retraite qui font partie de la New Hampshire League of Investigation et de la fondation Molly Beach ouvrent une enquête sur la disparition de Maura. Tom Chamchak, ancien chef de la police et membre de l'association des détectives privés agréés du Massachusetts, déclara « Il semble que cette affaire soit quelque chose qui dépasse le simple cas des personnes disparues. Quelque chose de sinistre a dû arriver. » En octobre 2006, des volontaires vont retrouver des probables restes humains dans les placards d'une maison. Je vous avais dit de retenir une information, petit point intéressant, car la maison fut occupée pendant un temps par la personne qui avait été dénoncée par son frère en 2004. Des échantillons de tapis de la maison seront envoyés pour analyse, mais les résultats ne seront jamais rendus publics. Nous ne savons pas si Maura est une victime, mais l'État traite l'affaire comme un potentiel homicide. Cela pourrait être un cas de disparition, mais il est géré comme une enquête criminelle. En 2010, Frédéric Moret critiquera publiquement la police pour avoir traité la disparition de Maura comme une affaire de personnes disparues et non comme une affaire criminelle, et demandera au FBI de se joindre à l'enquête. Dans une interview que le père de Maura donnera, il surnomme le ou les ravisseurs de Dirtbag, en gros, de sac à merde. Le 9 février 2012, la vidéo que je vous ai montrée en début de vidéo sera postée sur la chaîne Mister 112 Dirtbag, qui appartient à Alden Howes Olson. Et désolé pour la prononciation. Et il ne faudra pas très longtemps pour que certains internautes et autres détectives du web s'en emparent et commencent à chercher plus qu'une simple vidéo d'un troll. Et c'est vrai que beaucoup de choses nous ramènent à lui. Ce qui pourrait faire penser que Alden n'est peut-être pas tout blanc dans la disparition de Maura Murray, et vu le nom de sa chaîne qui a été supprimé depuis longtemps, c'est vrai que les doutes s'installent. Il choisit le nom Mister 112 Dirtbag. Maura a disparu sur la route 112. Dans une interview que le père de Maura donnera, il surnomme le ou les ravisseurs de Dirtbag. La vidéo est publiée le 9 février 2012, le jour du 8e anniversaire de la disparition de Maura. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences pour une seule personne. Et ne pensez pas que ça s'arrête là, il avait un blog où il avait une fascination pour l'affaire, du moins d'après ce que je comprends. Dans cette deuxième vidéo, on y voit un ticket de parking daté du 11 février 2004, soit 2 jours après la disparition de Maura. Ce ticket provient de l'hôtel Bretton Woods, une station de ski qui se trouve seulement à 47 minutes en voiture de l'endroit où Maura a disparu. Ce qui nous laisse dire que Alden était dans le même état que Maura à ce moment du 9 février 2004. Dans une de ses vidéos qui se nomme No Hope Mental Wannabe et que l'on ne trouve plus, on le voit jouer du synthétiseur et à la fin de la vidéo apparaît ce dessin. Et quand je vous dis que certaines personnes ont fait des recherches poussées, c'est pas une blague. Un utilisateur de Reddit nous montre que si on va sur le site de l'hôtel Bretton Woods et que l'on cherche la map de l'hôtel avec les points bleus qui nous donnent les lieux d'activité de l'hôtel et que l'on recherche le numéro 11. Comme il y en a deux, je vais vous aider, le voilà. Si on regarde bien, on y voit les mêmes formes que le dessin de la tête de Alden. Maintenant, si on prend la forme qui ressemble à un éclair, avec les chiffres, on relie les points sur la carte, ça nous donne exactement la même forme. Ce qui serait un plan potentiel pour trouver où serait enterré Maura, quelque part dans cette zone. Et c'est vrai que c'est troublant. Beaucoup de personnes sur Reddit pensent qu'elle a été kidnappée et tuée, mais rien ne vient encore une fois prouver cette thèse. Et 20 ans après sa disparition, aucune nouvelle preuve ne vient dire ce qu'il s'est vraiment passé ce jour du 9 février 2004. En ce qui concerne Alden, beaucoup pensent à un canular pour troller les parents de Maura. Mais pour quelle raison? Peut-être une maladie mentale? Ou comme certains disent,
Il l'a fait pour donner un nouveau souffle à l'affaire. On est d'accord, il y a mieux comme moyen que faire une vidéo complètement creepy. Fox News Boston et le journaliste d'investigation James Renner ont dit que Alden pourrait avoir un lien avec la disparition de Maura, et finalement les enquêteurs ont conclu que rien n'était lié. Pour avoir lu une partie de son blog, il est clair que cet homme se posait beaucoup de questions suite à une vidéo de Scarciator. Surtout au niveau des commentaires que postaient les gens. Mais d'un côté, est-ce que c'est pas ce qu'il voulait? Avoir une présence médiatique ou numérique? Dans tous les cas, la disparition de Maura Murray restera pour le moment un mystère non résolu. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pris du fun de ouf à l'écrire car ça partait vraiment dans tous les sens et comme vous me l'aviez demandé, j'ai donné plus de détails au détriment de mettre aussi plus de temps pour l'écrire et vous la sortir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous dérange que je sois plus long pour publier une vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de commenter, liker et partager cette vidéo. Abonnez-vous si le contenu vous plaît. On se dit à une prochaine vidéo. À bientôt.